nous ordonne « Allez là » et nous y allons. On nous ordonne « Attaquer » et nous attaquons. Une seule fois, le capitaine nous a exposé ce que nous allons faire. Il ne nous a pas révélé quelle bataille décisive allait s'engager. Pourtant, ce fut assez. Une lumière était en nous. On nous disait « Nous comptons sur vous ». Tu ne sauras croire l'héroïsme de nos soldats. Hier devait avoir lieu l'attaque d'une tranchée allemande. Au signal, les lieutenants s'élancent en criant « En avant, à l'assaut, pour la France !» Et l'un d'eux entonne la Marseillaise. Au soir, un blessé me dit ce qu'il faut souffrir pour la France. Lettre du soldat Henri Lange à son général 1917. Mon général, je me permets de demander à passer dans l'infanterie. Je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Je fais partie d'une famille israélite, naturalisée française. Je veux, après la guerre, si je reste en vie, avoir la satisfaction d'avoir fait le maximum de mon devoir. Je veux que personne ne puisse me contester le titre de français, de vrai et de bon français. Je veux, si je meurs, que ma famille puisse être fière de moi et que personne ne puisse lui reprocher ses origines étrangères. De toute mon âme et de tout mon cœur, je suis décidé à servir la France le plus vaillamment possible. Lettre de Jean-Pierre Feu, à un ami. 1914. Voici comment se passent nos nuits. À 8h30, la canonnade s'arrête peu à peu. Le silence règne enfin. On entend les pas des soldats, les roulements des caissons de ravitaillement. Défense d'allumer des feux. On mange froid et l'on se couche à même le sol. On dort tout équipé. Pas de couverture, des loques humaines couchées en désordre. 1h du matin, bing, un coup de feu, bing, un autre coup de feu. Une fusillade éclate, l'ennemi attaque comme toutes les nuits, pour nous fatiguer. Quel réveil de cauchemar! Carnet de Marcel Planquette, 2 novembre 1914. Mes hommes trouvent 1000 petits moyens ingénieux pour se distraire. Actuellement, la fabrication de bagues en aluminium fait fureur. Ils les taillent dans des fusils d'obus, les Boches fournissant ainsi la matière première à l'œil. Certains sont devenus très habiles et je porte moi-même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée par un légionnaire. Lettre d'Étienne Tanti, 1914. Je viens de déjeuner, mais qu'est-ce qu'une demi-boule de pain pour une journée? J'en ai mangé la moitié et j'ai encore plus faim. Rien que le matin, il me faudrait une boule entière. Le froid aiguise terriblement l'appétit et ne pouvant le satisfaire, on est obligé de se recoucher. Lettre d'André Firbeau au journal L'Opinion 1915. Voilà près d'un mois que je ne suis ni déshabillé ni déchaussé. Je me suis lavé 2 fois dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort. Je n'ai jamais approché un matelas et j'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupi et même couché. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille. Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent. On est habitué à coucher par terre ou sur la paille quand on peut en trouver. Il y a bien 2 mois que je ne me suis pas déshabillé et j'ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir. Il y avait au moins 15 jours que je ne les avais pas quittés. Je vais te donner quelques détails comme comment nous avons passé la nuit dans la tranchée. Celle que nous avons occupée a une longueur de 100 mètres à peu près, construite à la lisière d'un petit bois. Elle est profonde d'1 mètre, la terre rejetée en avant, ce qui fait que l'on peut passer debout sans être vu. La largeur est généralement de 15 cm et l'on fait de place en place des endroits un peu plus larges de façon à pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond de la tranchée et sous le terrain, on creuse de petites caves où un homme peut tenir couché, c'est pour se garantir des éclats d'obus. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en sortir? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. À chaque minute pendant ces 8 longs jours, j'ai cru
J'ai cru ma dernière heure arriver. Lettre de Jean-Pierre Feu à un ami, 1914. À 2h30, un aéroplane allemand survole nos positions. Nous étions repérés et 20 minutes après, le premier obus éclatait à 6 pas de moi. J'ai été soulevé, projeté à 5 mètres, tout le corps anéanti, couvert de sang. Je me suis levé, abruti, incapable d'articuler un son, et j'ai marché. Des hommes étaient couchés sur la route, morts. J'ai couru. Quelle grêle d'obus! J'en entends un au-dessus de moi, je me lance dans la tranchée, il éclate à 1 mètre, je me relève, je pars de nouveau. Je me disais jamais je n'arriverai à l'ambulance. Ah, mon ami, que scellait la guerre moderne. J'ai le cafard, voilà 6 mois que ça dure, 6 mois, 1 année et demie qu'on traîne entre la vie et la mort, cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain, 6 mois sans espoir, pourquoi tout ce massacre, est-ce la peine de faire attendre la mort si longtemps à tant de milieux de malheureux, après les avoir privés de vie pendant des mois, nous devenons des brutes, je le sens chez les autres, je le sens chez moi, je deviens indifférent, sans goût, je ne sais quoi faire. Lettre de Joseph Gilles. Tu ne peux pas te faire idée, ma chère, combien nous sommes malheureux. Donc pourtant je n'ai pas trop l'habitude de me plaindre. Mais ce coup-ci, j'y suis obligée, car c'est une chose au-dessus de l'imaginable. Tout est fait pour décourager. La terre est semée de trous percutants, les arbustes sont déchiquetés de balles de shrapnel, des morceaux de marmite traînent ça, un vieux bonnet de police Bosch, une capote Bosch en lambeaux, de fumier, des bouts de pain, un gros os de bœuf, encore plein de viande et rouge, ça traîne pêle-mêle dans les trous. Là, 3 ou 4 poilus lisent un journal où il n'est que de bombardements, de charges à la baïonnette, de cadavres Bosch, de tranchées sautant par l'effet du miraculeux 75, que sais-je. Toujours la boucherie, enfin. Toujours la mort, le charcutrage, la viande humaine, il effraie le peuple souverain, pourriture physique, pourriture morale. Je crois qu'il ne faudrait pas bien longtemps de cette vie des bois et des tranchées pour remonter aux chimpanzés. J'étais l'autre jour dans les tranchées des Joveux. Je n'ai jamais rien vu de si horrible. Il avait étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre, mais avec la pluie, la terre fait boule et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. Il y avait même 2 bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe en l'air, juste à hauteur comme des porte-manteaux, et les joyeux suspendaient leurs musettes et on rigole de se servir d'un cadavre Bosch comme porte-manteau. Lettre d'André Fribourg au journal L'Opinion, 1915. La pluie approche, une goutte tombe sur mon képi. Après 1 heure, la pluie redouble, c'est l'averse. Accroupis dans la tranchée, nous attendons. L'uniforme s'imprègne brin à brin. Après 3 heures, je sens comme un doigt froid sur ma chair. C'est l'eau qui pénètre. Manteau, veste, chandail, chemise ont été traversées. Après 15 heures, il pleut. La nuit froide glace l'eau dont nous sommes revêtus. Après 24 heures, il pleut. La canonnade redouble, je me baisse, je me couche au fond de la tranchée dans l'eau. Après 2 jours, il pleut. Chers parents et chères sœurs, le 2 à Saint-Laurent, nous avons entendu le signal de l'alerte. On est venu nous chercher avec des véhicules et on nous a amenés jusqu'à quelques kilomètres du front de Verdun. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury devant le fort de Souville. Nous avons passé 3 jours couchés dans des trous d'obus à voir la mort de près, à l'attendre à chaque instant, et cela sans la moindre goutte d'eau à boire et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur des morts. Je faisais partie d'un groupe de camarades, et pourtant chacun ne priait que pour soi. Recevez mes plus affectueux baisers, vous avez toujours été bons pour nous. Il a fallu qu'une guerre barbare détruise la douce maison de la Varenne où j'ai passé de si beaux moments près de vous et de la famille. L'homme propose, Dieu dispose.
Adieu, j'aurais aimé vous rendre la vie heureuse que vous faites à tous, mais hélas, ayez du courage. C'est pour la France et la justice que votre Julien est mort. Adieu. Henri Floch, 4 décembre 1914. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suffi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au Conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra avec ce qu'il y a dedans. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si, au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité, ma dernière pensée, à toi jusqu'au bout. Garde mes lettres. Si je ne revenais pas, elle pourra les lire plus tard. Elle saura que son papa l'a bien aimée. Fais que notre enfant soit digne de toi et ses grands-parents. Elle n'aura pas à rougir de son nom. Dis-lui bien que si j'ai pu tirer dans ces affreux moments, c'était par nécessité, mais que je n'ai jamais sacrifié une vie inutilement, que je réprouve ces meurtres collectifs, que je les considère pires que des assassinats, que je n'ai haï que ceux qui les ont voulus. Ma chère mère, je suis bien rentrée de permission et j'ai retrouvé mon bataillon sans trop de difficultés. Je vais probablement t'étonner en te disant que c'est presque sans regret que j'ai quitté Paris, mais c'est la vérité. Que veux-tu? J'ai constaté, comme tous mes camarades du reste, que ces 2 ans de guerre avaient amené petit à petit chez la population civile l'égoïsme et l'indifférence et que nous autres combattants, nous étions presque oubliés. Aussi, quoi de plus naturel que nous-mêmes, nous prenions aussi l'habitude de l'éloignement et que nous retournions au front tranquillement comme si nous ne l'avions jamais quitté. Ma bien chère petite Alice, nos 4 jours de tranchée ont été pénibles à cause du froid et il a gelé dur. Mais les Boches nous ont bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe et nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. C'est moi qui me suis rendu à 3 ou 4 mètres de leur tranchée, d'où ils étaient sortis au nombre de 3 pour leur parler. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils. Étaient mariés comme moi, ils avaient vu ma bague, n'en voulaient pas aux Français mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes bout doré. Je leur glissai le petit Parisien en échange d'un journal allemand et je rentrai dans la tranchée française où je fus vite dévalisé de mon tabac Boche. À 9h du matin, le 11, on vient de nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11h arrive. D'un seul coup, tout s'arrête, c'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés.